Salut, salut! Allez, un nouveau point lecture, parce que oui, j'ai beaucoup de retard, donc j'enchaîne les vidéos. On y va! Point lecture avec 4 livres, il y a du bon et il y a du moins bon. Et on va attaquer avec pas le meilleur de la sélection. Oui, alors je me suis lancée à lire de la romance, je ne sais pas pourquoi. J'ai lu un livre d'Eli Hazelwood, que je vous ai chroniqué il y a quelques semaines, que j'avais trouvé gentil, sympa, machin, patin, couffin. Et puis, je suis boulimique, hein, que voulez-vous. Donc forcément, il y a un truc que je trouve marrant, sympa. Je veux lire un autre. Eh ben non. Parce que vraiment, un seul, ça suffisait. Vous savez, c'est comme quand vous entamez le paquet de cookies ou le paquet de cacahuètes. Voilà, ça suffit. Mais non, moi, il faut toujours que je repioche, et à la fin, je suis écœurée. Et ben pareil, un seul, ça passait. 2, ça ne passe pas. Je vous explique pourquoi, mais je vous explique aussi pourquoi vous pourriez aimer. Alors, le précédent que j'avais lu, c'était The Love Hypothesis, et là, celui-ci s'appelle Love on the Brain. Donc, on est toujours sur une romance, un roman qui reprend les codes de la romance populaire. On est dans du feel-good, on est dans de l'humoristique, de la comédie, du léger. Alors d'abord, il y a quand même quelques points positifs. La lecture, ça se fait tout seul. C'est très fluide, c'est très agréable. Voilà, c'est vraiment une écriture qui fonctionne, qui est parfaite pour ce type de roman. Moi, les trucs qui me font rire, il y a certains dialogues, etc., qui m'ont fait rire, c'est drôle, voilà. Donc, à ce niveau-là, ça marche. Comme dans le premier, c'est dans l'univers de la science, et donc la représentation des femmes dans la science, et ça j'aime. Je redévale pas tout parce que je vous l'avais fait dans le précédent, mais c'est important de le noter, tous ces romans sont situés dans l'univers de la science, déjà c'est original, mais mettent en valeur des femmes dans la science. Et rien que pour ça, bravo. Et en filigrane, il y a quand même la thématique du sexisme dans le niveau scientifique, notamment à travers son outil, son Twitter, qu'elle alimente sous un pseudo. Alors le pseudo, c'est quoi? Je sais pas, je l'avais pas noté, et qui lui permet de balancer des choses sur le fonctionnement américain, des études américaines, de la difficulté d'intégration des femmes, etc. Donc ça, j'ai trouvé que c'était quand même vachement bien. Qu'est-ce qui fonctionne moins bien? Eh ben, j'ai eu l'impression de relire le même roman que The Love Hypothesis. Voilà, c'était plus ou moins la même chose. Et ça, c'est dommage. Ça manquait un petit peu d'originalité. Donc là, une fois encore, elle s'appuie sur le trope Enemy to Lovers, exactement comme la fois précédente. Puis après, ils vont s'aimer, et blablabla. Alors, l'héroïne qui s'appelle Bee est une scientifique intelligente, féministe. Parfois, je l'ai trouvée géniale et parfois, je me suis dit, elle est complètement à côté de la plaque. Il y avait un côté un peu décalé. Alors, je sais que c'était pour correspondre au code de la romance et de la comédie. Mais bon sang, quand tu fais une héroïne badass, va jusqu'au bout. La meuf, elle est féministe, donc lui fais pas faire ou dire n'importe quoi. Ah, puis alors, on en parle de la dimension de ce couple et du mythe de la virilité et du sexisme ordinaire dans ce roman. C'est con parce qu'il y a plein de passages intelligents, féministes, etc. Et puis, vous avez des grands passages. C'est horrible. Et alors, la palme revient dans les dernières pages, comme dans The Love Hypothesis au demeurant, à 2 ou 3 chapitres où il s'envoie en l'air. C'est d'un ridicule. Donc, je vous explique. Il est très grand. Il est très fort. Il est très bien battu. Il est très bien bâti. Comment on dit bâti, pas battu. Il est, il est beau mec. Donc, évidemment, il est très intelligent, il est très courtois, il est très poli, il est très tout. Il est très parfait. Voilà. Et elle est très petite, très mince, très fragile, gna gna gna. Ce qui nous vaut une scène où, évidemment, son engin, à lui, est proportionnellement taillé par rapport à sa stature, et on nous explique que son engin à elle est proportionnellement taillé à sa petite stature, et qu'il y a des paragraphes entiers où il se demande comment il va faire rentrer son énorme truc dans un si petit machin. Et moi, j'étais là, non mais c'est une blague, quoi. Alors, est-ce qu'ils savent qu'on peut faire sortir des bébés par cet endroit? Je pense que c'était nul. Mais là, vraiment, on a touché le fond. J'étais là, mais c'est pas possible.
C'est pas possible de dire autant de bêtises, autant de clichés, autant Et puis il apprend toujours, vous savez, très délicatement, parce que c'est une petite fleur fragile. Et en même temps, ils font du sexe débridé. Comment vous dire, Là, vraiment, il y a des paragraphes, c'est pas possible. Et au-delà du ridicule, ça donne surtout l'impression que les désirs de l'héroïne sont assujettis à l'homme. Bah, ça, cette vision patriarcale, stop quoi. Donc non, moi, pas d'accord. Et du coup, intrigue prévisible, cliché à foison. Et malheureusement, le féminisme devient un féminisme superficiel. Parce que, non pas que les idées soient pas bonnes ou que ce soit pas creusé, mais juste, ça ne fonctionne pas. Parce que ces actions, ces propos et la façon dont est racontée l'histoire vont à l'encontre de la volonté de base de l'héroïne qui serait féministe. Ça ne fonctionne pas. Voilà, donc moi, ce genre de truc, ça m'énerve. Donc c'était le deuxième, mais aussi le dernier, parce que j'ai pris vraiment beaucoup moins de plaisir qu'avec l'autre. Cependant, si vous êtes à la recherche de romances légères, bien écrites, efficaces, pas prises de tête, et en même temps drôles, parce quand même, je dois reconnaître que l'autrice a un vrai talent pour faire rire. Moi, elle m'a fait quand même rire. Eh bien, ce roman est fait pour vous. Si par contre vous êtes comme moi un peu tatillonne sur le sujet du féminisme, des relations hommes-femmes, etc., passez votre chemin. On enchaîne avec ce qui a été une très bonne lecture, Les Sirènes de Malibu. Les Sirènes de Malibu, c'est un récit poignant, intelligent, hyper fort, hyper beau, sur une famille, une fratrie plus exactement, qui apprennent à grandir seuls. Et j'ai été touchée. Elle me fait le coup à chaque fois, Taylor Jenkins Reid. À chaque fois, je lis un roman d'elle, je suis touchée, ça fonctionne. J'ai adoré Daisy Jones and the Six, j'ai adoré les maris d'Evelyn Hugo. Et là, évidemment, je suis tombée dans le panneau. Et moi, les frères et sœurs surfeurs, surfeuses, j'ai adoré. D'abord, il y a la construction familiale. Cette fratrie, je l'ai tellement aimée. Elle nous l'amène de façon tellement intelligente, avec l'histoire du relationnel à la mère, l'histoire de ce père star absent. Voilà, tout est bien amené. C'est pas manichéen et en même temps c'est profond, c'est intelligent. L'union entre ses frères et sœurs est tellement forte. Et puis, l'héroïne, l'aînée, la sœur aînée qui va s'occuper de ses frères et sœurs, elle est géniale. Elle est hyper bien construite. Vraiment, tout le contexte familial, j'ai adoré. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de Nina, la grande sœur, la sœur aînée, j'ai trouvé qu'elle était forte et féminine et féministe, qu'elle se débattait avec ce qu'elle était, avec la complexité de la célébrité, la complexité aussi d'être l'enfant d'une personne célèbre qui ne s'en est jamais occupée. Voilà, il y a tous ces enclenchements-là qui sont hyper durs à vivre et qui sont extrêmement bien décrits. Moi, Nina, je l'ai trouvée hyper touchante, je l'ai adorée. Dans les descriptions qu'elle en fait, elle est nuancée, elle est subtile, elle est à la fois forte et touchante. Je ne sais pas si on peut lire ce roman et ne pas être touché par ce personnage. Vraiment, s'il y en a qui n'ont pas aimé le roman et qui n'ont pas apprécié Nina, dites-moi pourquoi, parce que vraiment, moi, je l'ai beaucoup aimé. Et puis, il y a l'atmosphère. Donc, on est à Malibu, sur une maison qui surplombe la mer, aussi dans la maison familiale, mais qui est dans le même univers, et donc dans l'univers du surf. Et donc, vous avez cette omniprésence de l'eau, des éléments naturels, de l'osmose entre le corps humain et l'eau dans le surf. C'est extrêmement bien décrit, c'est extrêmement beau. Moi, ça m'a touchée. On y découvre le Malibu des années 80. Voilà, c'est un univers à part. On est entre deux mondes. Malibu est en train d'exploser et de devenir un truc phénomène hyper fort. Mais au moment, à certaines époques du roman, on est encore dans les prémices. C'est un truc qui reste parfois assez zone, ou dans lequel il n'y a pas encore beaucoup de construction. Donc, on assiste à l'explosion de Malibu pour que ça devienne ce que c'est devenu. Et ça m'a vachement intéressée.
Et bien sûr, il y a la narration. La narration, elle est classique, hein. On a alternance entre passé et présent, la construction de la famille de Nina, donc ses parents, comment se sont-ils rencontrés, aimés, comment sont arrivés ces 4 enfants, 2 garçons, 2 filles, de qui, alors ils appartiennent tous à la même mère, mais sont-ils tous du même père? Pourquoi ce père est parti? Ou sont-ils tous de la même mère? Non, attendez, je dis des bêtises, attendez, je sais plus. Non, ils sont pas tous de la même mère. Bon bref, je vous laisse lire le roman. Il y a tout un truc, mais in fine, ça ne change rien. Ils sont frères et sœurs, ils s'aiment à la vie, à la mort, ils se soutiennent, et même lorsqu'il y a des aventures un peu compliquées entre eux, et il y en a, notamment entre les 2 frères, mais aussi entre les 2 sœurs, ou autres, c'est beau. Et en filigrane, il y a aussi une réflexion sur ce que c'est que la célébrité, le succès, être enfant d'eux, vivre ensuite de son propre succès, savoir gérer la pression que ça représente. Certains en ont la capacité, d'autres pas. Comment s'en libérer? Comment se positionner face à tout ça? Doit-on subir la célébrité parce que nos parents sont célèbres, etc., etc. C'est bien amené, c'est bien pensé, c'est... Je vais le redire. Alors j'ai l'impression qu'à chaque fois que je dis c'était trop bien, je fais ça et je... Non mais c'est ridicule. C'est trop bien. C'était trop bien. Si on devait trouver un défaut, je dirais qu'à part la famille Riva, donc les 4 frères et sœurs et les parents, les autres personnages autour, il y a la meilleure amie, il y a d'autres personnages qui auraient mérité d'être un petit peu plus creusés, expliqués, amenés pour donner un peu de profondeur. Voilà. Bon. Ça reste une super lecture de détente. Mais ça, c'est vraiment le livre que je conseille si vous partez en vacances. Mais je trouve que c'est vraiment le truc où vous vous sentez bien, vous lisez ça, c'est facile, en même temps c'est touchant, c'est beau. On n'est jamais à l'abri avec elle de verser notre petite larme. Bref, c'est un roman puissant, émouvant, qui combine les drames familiaux, l'exploration de la célébrité et une atmosphère immersive portée par des personnages féminins très forts. Je trouve que cette autrice continue d'affirmer son talent de raconteuse d'histoire et qu'elle a une façon de trouver des thématiques qui parlent à tout le monde, qui sont universelles, même lorsqu'on n'est pas du tout concerné, comme le surf ou le rock. Petite anecdote, toute petite mini rikiki, je n'ai pas lu Carisotto, je sais plus quoi. Je suis pas sûre qu'il ait été traduit en français, mais c'est un autre livre de Taylor Jenkins Reid. Et ce qui est rigolo, c'est que le personnage de Nina a été marié à un tennisman, et ce tennisman l'a quitté pour une joueuse de tennis qui s'appelle Carisotto. Et voilà, et donc elle avait déjà amené ça, et je crois que Carisotto a été écrit après. Et donc, elle va développer ce pan-là à travers cette fois-ci la thématique du sport et du tennis, après le surf, le rock et le cinéma. Voilà, j'adore, je trouve ça intelligent. Est-ce que je vous ai dit que j'ai aimé ce roman? Pas sûr. Moi, je vous le dis. J'ai aimé ce roman. On va ensuite parler d'un roman que beaucoup de gens ont lu. Moi, je vois dans la médiathèque dans laquelle je travaille, c'est un roman qui a eu beaucoup de succès. C'est Les yeux de Mona de Thomas, je ne retiens pas son nom, Schlesser. Alors, c'est un premier roman, mais je pense qu'on peut dire que c'est un coup de maître parce que alors vraiment, c'est un roman qui a fait beaucoup de bruit. Pourquoi? Déjà parce que le concept était un petit peu original. Vous avez dans la 4e... Non, pas dans la 4e de couverture. Dans la couverture, vous savez, avec les rabats qu'on met par-dessus le roman, à l'intérieur, il y avait tous les tableaux abordés dans le roman. Et la thématique du roman, c'est l'histoire de Mona, qui apparemment est atteinte d'une maladie qui risque de la rendre aveugle. Et les parents qui s'entendent plus très bien et pour qui c'est un petit peu compliqué, qui sont dépassés, savent plus très bien gérer. Elle voit un médecin, le médecin conseille qu'elle aille voir un psy, et le grand-père s'en mêle et dit « Moi, vous en inquiétez pas, le mercredi après-midi, je l'emmènerai voir un psy, vous inquiétez pas, arrêtez de vous stresser. » Et au lieu de ça, tous les mercredis après-midi, il l'emmène dans un musée pour voir une œuvre et il décortique cette œuvre. Donc vous avez dans chaque chapitre l'avancée de l'histoire des parents de Mona, du grand-père, de l'histoire de la vie du grand-père avec sa femme, etc. Les yeux de Mona, blablabla, et l'histoire autour de l'œuvre.
Donc c'est hyper bien construit, c'est hyper intéressant. C'est en 3 tiers. Vous avez un tiers au Louvre, un tiers donc au Louvre, à Orsay bien sûr, un tiers à Orsay et un tiers à Beaubourg. Voilà. Et j'ai trouvé que c'était génial. Il y a des œuvres qui sont hyper connues. Il reprend des œuvres, c'est des grands standards. Et puis il y a d'autres artistes. Il choisit des œuvres beaucoup moins connues. Alors moi, j'ai lu ce livre en liseuse et c'était un peu compliqué parfois. Il faut vraiment avoir les œuvres sous les yeux. Donc je cherchais le tableau en question dans mon téléphone. Et pendant que je lisais, j'avais quand même mon téléphone à côté pour me référer au tableau, parce qu'il y a certains tableaux que je ne connaissais pas. Donc soit parce que c'était vraiment pas l'œuvre majeure de l'auteur, soit parce que juste c'est du peintre, soit juste parce que c'est des peintres dont c'est difficile de revoir le tableau. Par exemple, Rothko, typiquement, on sait qu'on va avoir des grands rectangles de couleurs, mais donc faut vraiment y revenir pour revoir un petit peu. Voilà, c'est pas toujours simple, et ça m'a beaucoup plu. Donc évidemment, un des points de force, c'est l'originalité. L'originalité de ce roman qui amène de façon romanesque et vraiment liée à l'histoire intime des personnages, des notions d'art. Je crois que c'est ce qui a plu au public, le fait de pouvoir apprendre des petites choses sur des œuvres majeures de l'histoire de l'art, c'était séduisant pour beaucoup de gens. Quand on ressort du roman ou quand on sort de la fin de son chapitre, on a l'impression d'être plus érudit, d'avoir appris des choses, d'avoir vu un beau tableau ou un tableau qu'on n'a pas aimé mais qu'on a compris. Et ça fait plaisir. Bien sûr, ça apporte des thèmes universels, ceux de l'art, des codes dans les arts, donc c'est hyper intéressant. Qu'est-ce qu'il y avait derrière cet art-là? Qu'est-ce que ça voulait dire de l'époque, du peintre, de la pièce qu'on a devant soi, etc. Et puis aussi les thèmes universels des relations familiales, de la maladie, du rapport à l'autre, et même du mensonge. Voilà, donc tout ça, c'est des thèmes qui fonctionnent très bien et que l'auteur a réussi à bien mettre en avant. Et puis l'intrigue est suffisamment captivante pour qu'on ait envie d'aller au bout du roman. Je vais pas vous mentir, moi j'attendais avec impatience la partie 3 parce que Beaubourg, c'est vraiment un de mes musées préférés, même si j'adore le Louvre ou Orsay, j'aime beaucoup, beaucoup Beaubourg. Et en fait, en partie 3, je commençais à en avoir marre. Heureusement que c'était Beaubourg, ça commençait à tirer en longueur et l'histoire de cette petite fille, si je suis honnête, ne me passionnait pas tant que ça. Et j'en arrive au point négatif. Un des premiers points négatifs, c'est que les personnages manquent de profondeur. À force de laisser la part belle aux peintures, aux sculptures, aux artistes, etc., eh bien, les personnages, les vrais personnages qui font avancer l'histoire, ils sont pas assez creusés. Voilà, donc ça m'a manqué. Et puis, justement, comme on ne fait pas de place pour les personnages, parce qu'on veut raconter beaucoup de choses sur les tableaux, cet excès d'érudition, parfois, c'est un peu lourd. Il y a eu des passages où j'ai trouvé que ça passait crème. Il y a d'autres moments où j'étais là, oh. Et puis surtout, cette petite fille qui voit des choses, des trucs, et tu te dis, non mais à son âge... Ok, elle est super brillante, elle est super en avance, elle a l'essence très développée, etc., machin, patin, couffin. Mais bon... quand même, quoi. Et puis, cette thématique des yeux de Mona, qui risque de perdre la vue, qui explique pourquoi son grand-père ment aux parents, ne l'emmène pas chez une psy, mais l'emmène dans des musées pour lui faire voir des belles choses, et que les parents sont pas au courant, et que les parents pensent qu'elle voit une psy, imaginez donc. Ça veut dire que la gamine, elle ment toutes les semaines à ses parents, bref. C'est pas l'histoire la plus passionnante du monde, en fait. Tout ça, ça entraîne parfois une lenteur narrative que j'ai trouvée notamment dans la 3e partie et je me suis demandé soit s'il n'aurait pas fallu faire plus court, soit s'il n'aurait pas fallu plus développer l'histoire au détriment de la peinture. Il y a parfois des notions picturales, des trucs machin où je me suis dit, tu délais mon gars, tu délais. Donc en fait, c'est un livre qui m'a plu, que j'ai trouvé original et intéressant par son choix, par cette originalité de vouloir apporter toutes ces notions qui nous donnent l'impression d'être plus intelligents, de découvrir l'art sous une autre manière. Donc ça, j'ai aimé. J'ai aimé le principe, j'ai peut-être moins aimé la mise en œuvre.
Si vous aimez l'art et que vous n'y connaissez rien, vous y trouverez votre compte. Si vous avez une envie d'une intrigue plus resserrée, plus forte, vraiment axée sur les personnages, vous risquez d'être déçu. Et on termine avec le roman de Payanotis Pasco, La prochaine fois tu mordras la poussière. Roman que j'ai lu sur un coup de tête parce que j'étais en panne de lecture, je savais pas quoi lire. Et ce roman a failli me foutre encore en panne de lecture. Je suis assez étonnée du succès que ce roman a eu. Tout le monde m'a dit, il est vachement bien, il est vachement bien, il est vachement bien. Personnellement, j'ai moyennement aimé. Je vous explique pourquoi. Alors, l'écriture est reconnaissable. C'est un mélange d'ironie, de second degré, de moquerie, mêlé à de la mélancolie. Le liant, c'est le style direct, efficace, simple. Si vous aimez le côté un peu, comment dire, une forme de contraste entre un côté dramatique et une narration un peu désinvolte. Si vous appréciez cette dichotomie, moi, ça m'a gênée. Et en plus, il y a une forme de familiarité dans le roman qui m'a pas du tout séduite. Alors ça se veut être un roman générationnel. De ce niveau-là, je pense que le pari est réussi. Ça s'adresse au public de Payanotis Pasco. Ça s'adresse à une génération. Je ne suis visiblement pas la cible du tout. Et moi, je ne m'y suis pas retrouvée. Mais je pense que beaucoup de jeunes de son âge devaient s'y retrouver. Et après, objectivement, il y a quand même de belles fulgurances stylistiques. C'est parfois très bien écrit. On sent que le gars, il est cortiqué, il maîtrise et il en a sous le pied. Cependant, pour moi, malgré tout, ça manque de profondeur. L'intrigue est quasiment inexistante. J'avoue, j'ai été déçue. En fait, en lisant, je me suis demandé où il allait, pourquoi il nous racontait ça, quel était son propos. J'ai pas compris. Je n'ai pas compris. J'ai parfois eu l'impression de suivre un enchaînement d'anecdotes, mais pas forcément d'avoir le lien qui m'indiquait quelle était la volonté de l'auteur et où on allait. Et en soi, ça m'a un peu laissé sur le bord de la route. J'ai trouvé que les personnages étaient, comment dire, stéréotypés, superficiels. Même le personnage principal de Payanotis, je l'ai pas aimé. Comme je le dis tout à l'heure, j'ai trouvé le style trop désinvolte et un peu trop vulgaire. Ça ne m'a pas plu. C'est un style qui peut plaire, mais qui n'est pas du tout ma came. J'ai trouvé qu'il y avait un manque de cohérence dans les thématiques. Donc là, ça revient à ce que je dis tout à l'heure. Quand vous abordez plein de thématiques, mais que vous n'arrivez pas à mettre l'axe central qui va faire que tout fonctionne, il vous manque un truc. Et là, j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi il abordait certains sujets et il n'allait pas jusqu'au bout. Donc, il m'a perdu. Peut-être que j'ai... comment je pourrais dire ça? C'est comme si j'avais ressenti ça comme un roman qui aurait été envoyé à une maison d'édition, mais pas corrigé. Un roman dans lequel la maison d'édition n'aurait pas encore fait le travail de dire attention, là il faut prendre ça, il faut... Voilà, un roman qui aurait mérité d'être poussé un peu plus par la maison d'édition, qui aurait dit, il y a une super base, mais il va falloir travailler encore. Et puis, je suis tombée dans le panneau de me faire attraper parce que tout le monde l'a lu. Mais je sais que je suis pas cliente de l'autofiction, ça m'intéresse pas, c'est pas ma came. J'en ai beaucoup lu et c'est généralement assez déceptif. Donc voilà, je n'aurais pas dû lire de l'autofiction, c'est pas pour moi. Donc un roman qui me laisse une impression mitigée. Un roman qui a des passages intéressants, qui aborde des thématiques intéressantes, qui souffre de clichés, de quelque chose d'un peu linéaire, d'un peu simpliste, de pas fini, de mal cousu, et qui en fait peut-être ne s'adresse qu'à une génération dont je ne fais pas partie. Mais je trouve ça dommage de ne pas avoir réussi à apporter un truc qui pouvait parler à plus de gens. Voilà. Donc j'ai été un peu déçue par ce roman. Voilà, c'est fini pour ce point lecture. J'espère qu'il vous a plu. Une fois encore, si vous êtes arrivés jusque-là, vous êtes mes préférés, mes chouchous. Mettez-moi un petit pouce dans les commentaires pour me dire « Nadia, je t'ai vu jusqu'au bout ». Ça me fera plaisir. Je vous embrasse. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et on se retrouve très vite. Ciao!